Radio Jojo à l'appareil, la star, c'est le livre. On parle du livre qui s'intitule Le problème russe à la fin du XXe siècle, écrit par Alexandre Solzhenitsyn, qui est un livre qui a été publié et traduit en français en 1994, donc on est quasiment à ses 30 ans. C'est un livre qui pèse environ 150 pages et qui retrace à grands traits l'histoire de la Russie depuis 1650 à peu près, voilà, 1620, qui, à partir de la dernière lignée de tsars jusqu'à la révolution bolchevique et de la révolution bolchevique jusqu'aux années 90. C'est un livre qui est pas évident à lire, étant donné très riche, étant donné que vous avez là, je vais présenter l'auteur après, mais vous avez là un condensé, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement condensé, qui fait référence à plein de choses, donc il faut une certaine solidité historique, des petites connaissances pour poursuivre, et même quand on suit tout, on en découvre et il y a des trucs qu'on comprend pas, donc c'est pas un livre sur lequel faut s'arrêter énormément à chaque fois qu'on bute, bien au contraire, très intéressant, très très bonne qualité. Si on doit en faire une première critique en ce préambule, il faut dire que l'auteur là-dedans, donc je vais le présenter juste après, mais c'est un intellectuel de haut niveau et effectivement il donne sa vision à lui. Donc c'est une vision, je dirais, subjective et partiale qui nous est présentée ici, de quelqu'un qui est un érudit, mais qui ne recouvre pas forcément ou qui ne correspond pas forcément à la vision historique qu'on pourrait se faire en lisant d'autres auteurs. Donc ça, c'est à garder en tête, c'est un point de vue d'un certain type de Russe sur le problème russe à la fin du XXe siècle et ses origines et ses raisons qui remontent à partir du XVIIe siècle. Alors l'auteur Alexandre Solzhenitsyn, qui est-il? C'est quelqu'un qui est né en 18, au tout début de l'épopée bolchevique, l'épopée communiste. Romancier, nouvelliste, poète, dramaturge, essayiste, prix Nobel de littérature en 70, prix Templeton en 83, grand prix de l'Académie des sciences morales et politiques en 2000, prix d'État de Russie en 2007. C'est quelqu'un de brillant. C'est un mec qui est hyper prolifique. Je vous mettrai sa page Wikipédia. Ceux qui veulent aller voir, vous verrez, elle est très fournie. Énormément d'ouvrages, je sais pas quoi dire de plus, il suffit juste de regarder. Le problème russe à la fin du XXe siècle, c'est pas son plus grand livre. Il y en a un qui est encore plus connu, qui s'appelle 2 siècles ensemble, avec un énorme pavé, qui parle de la relation entre les Juifs et les Russes avant et pendant la période soviétique. On va noter tout de même que c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, qui est mondialement connu, qui est pas du tout un petit auteur et un petit intellectuel russe, bien au contraire. On parle là de ce qui se fait peut-être de plus connu et qui a été extrêmement connu, notamment pour, on va dire, ses prises de position, son emprisonnement au goulag et ses prises de position anti-soviétiques. Donc c'est un mec qui a été en exil, qui s'est fait virer de Russie et qui a dû aller vivre aux États-Unis, qui a pu rentrer que plus tard, et qui a vraiment une vision spécifique et propre de la Russie, qui a beaucoup travaillé, qui a écrit des romans. Enfin voilà, c'est un vrai littéraire. Donc je vous le mettrai, je vais juste lire œuvre et vision historique, c'est sa présentation sur Wikipédia. Symbole de la résistance intellectuelle à l'oppression soviétique, Solzhenitsyn a été régulièrement attaqué, ses ouvrages et interprétations historiques, souvent dénoncés comme réactionnaires, principalement par la gauche occidentale. Voilà, donc je pense que ça résume bien. On l'a accusé durant sa carrière littéraire d'avoir été nationaliste, tsariste, ultra-orthodoxe, antisémite ou favorable à Israël, traite, complice de la Gestapo, de la CIA, des francs-maçons, des services secrets français et même du KGB qui pourtant l'a persécuté, l'a emprisonné au goulag et l'a envoyé en exil pendant quasiment la moitié de sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est intéressant parce qu'il... Sur son profil, quand on le regarde comme ça, on a l'impression de voir un peu une troisième voie, une voie singulière, en tout cas une vision tranchée, et quand on est attaqué de toutes parts, évidemment, ça donne envie de lire, puisqu'on se dit, c'est quelqu'un qui prend un peu à rebrousse-poil
je dirais, toutes les pensées préconçues. Et c'est quelqu'un qui a un talent incroyable et qui a énormément travaillé. Donc, on va voir ce qu'il nous raconte dans le problème russe à la fin du XXe siècle. Et on se plonge dedans avec un certain respect. Pourquoi lire ce livre, hein, on peut se poser la question, Jojo, pourquoi tu commences à lire ce truc? Alors évidemment, la chaîne là, elle va un peu changer, je vais faire des playlists sur des thèmes, maintenant qu'elle est assez fournie pour pouvoir le faire. On en est à une trentaine de vidéos sur des livres. Il y a des sujets qui sont récurrents. Évidemment, il y a un sujet d'actualité qui est extrêmement important, c'est la guerre en Ukraine. Donc, on a déjà lu, je vous mettrai le lien en dessous, une partie de l'histoire de l'Ukraine qui a été écrite par Pierre Laurin, l'Ukraine, une histoire entre deux destins, qui nous a expliqué pas mal de choses et pour lesquelles on avait compris certaines tenants et aboutissants de la guerre. Aujourd'hui, on est quelques mois après la lecture de ce livre et ce qu'on a pu voir, c'est quoi? C'est que ce qu'on soupçonnait, ce qu'on avait perçu à travers la lecture du livre de Pierre Laurin, à savoir cette partition de l'Ukraine, aujourd'hui, elle est réalisée puisque la Russie a annexé 4 des régions. Et donc, dans la continuité, donc c'était avant ces annexions, mais dans la continuité de la compréhension de ce conflit, qui est quand même structurant et qui est aujourd'hui principal dans l'actualité, on est obligé de se mettre du côté russe à un moment donné, pour essayer de voir, de comprendre. Je rappelle, je remettrai, je vois mon bandeau. Mon bandeau, c'est « j'essaie de comprendre ». Pour essayer de comprendre, il faut se documenter. Et pour se documenter, il faut passer par le point de vue, j'allais dire adverse, c'est pas forcément adverse, mais par des points de vue opposés. On essaiera sûrement, pour compléter, de lire peut-être un livre d'Ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine, pour comprendre leur vision à eux, et on aura peut-être là complété et arrivé à une pensée équilibrée. Donc la raison de lire ce livre, c'est ça. Solzhenitsyn, c'est un auteur qui est extrêmement connu, que je connaissais d'avant, donc c'était l'occasion aussi de rentrer en lecture d'un intellectuel russe du XXe siècle de haut niveau, on peut le dire, même s'il est critiqué par certaines personnes, mais je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un abruti. Et ça va nous donner... on l'espère, la lecture de ce livre, une compréhension du point de vue russe et de les raisons de cette, je dirais, affrontement qui a lieu aujourd'hui, des raisons profondes, et pas seulement, je dirais, ce qu'on a vu dans le livre de Pierre Laurin, la guerre de matières premières, tous les trucs économiques qui existent et qui sont réels et qui sont là, la tension qui existe depuis 30 ans, tout ce qu'on veut, mais aussi d'autres choses. Et cet essai-là qui balaie l'histoire russe sur 300 ans va peut-être nous permettre de mieux comprendre les enjeux. La première partie qui est traitée dans le livre, le premier bloc, c'est la maison Romanov, c'est la dernière lignée des tsars. Donc globalement, pour que vous puissiez la situer, c'est 16e, 17e et 18e siècle. 1614-1914, voilà. Donc un peu après le début du 17e jusqu'à la Grande Guerre. Ça dure 300 ans. Globalement, il n'y a aucun tsar qui trouve grâce aux yeux de Solzhenitsyn. Voilà, c'est tout pour lui, c'est quasiment tous des gens qui étaient tournés vers leur intérêt personnel et très peu vers l'intérêt du peuple. Donc ce qu'il leur reproche énormément, pour tracer à gros traits son idée, c'est le renforcement de la bureaucratie, c'est-à-dire l'écrasement de la démocratie locale pour faire de la bureaucratie centrale, le renforcement de la noblesse contre la paysannerie, notamment à travers un servage extrêmement contraignant pour les paysans, et toujours plus contraignant, toujours plus dur, et avec un poids d'impôt très fort porté par la paysannerie. Voilà. Il en place une spéciale pour la création de Saint-Pétersbourg en 1712 par Pierre Ier, qui pour lui a vraiment été qui est le symbole de, si tu veux, pas le point culminant, mais qui a lancé le XVIIe et le XVIIIe siècle dans l'écrasement général de la paysannerie. Il leur reproche également l'orientation de s'insérer dans les affaires étrangères européennes et à travers ça, toutes les guerres que les tsars ont pu mener. Donc, je vous passe les détails, il y en a je sais pas combien. Donc, en fait, dans toute cette période impériale européenne, on va dire 19e siècle, la Russie, elle s'est beaucoup mêlée des affaires à droite à gauche, quoi. Elle a pas arrêté d'envoyer des hommes, tout ça. Et ça, il leur reproche énormément, surtout que ça a rarement été bien négocié. Il lui reproche la suprématie étrangère dans le pays, donc c'est-à-dire que ce soit au niveau entrepreneurial ou que ce soit au niveau des conseillers politiques, c'est beaucoup d'étrangers qui venaient en Russie, soit donner des mauvais conseils, soit utiliser la Russie.
Et il leur reproche également leur relation avec l'Église orthodoxe qui est soit faible, soit voire carrément conflictuelle, et qui n'a jamais été poussée hein, pour le meilleur, alors que l'Église orthodoxe avait structuré et unifié le pays pendant le demi-millénaire avant, hein, donc de 1100 quoi, à 1600, quoi, 1100-1200, à 1600-1700. Donc il leur reproche vraiment ça, cet affaissement de l'Église orthodoxe qui n'a pas été soutenu par le tsar. Pour Solzhenitsyn, surtout à partir du XVIIIe siècle, à partir de 1700, c'est vraiment frappant la cascade d'erreurs qui a été commise par les dirigeants. Toujours plus loin les buts extérieurs à travers des guerres, et toujours plus loin le délaissement de l'organisation intérieure du pays. Donc faut voir que cette période-là, le XVIIe, ça va s'étendre jusqu'au XIXe siècle, ça s'appelle la période pétersbourgeoise. Donc évidemment, quand vous regardez l'histoire de la Russie, qu'on vous la présente comme ça, c'est Saint-Pétersbourg, c'est les paillettes, c'est la dorure, c'est tout ce que vous voulez, et c'est une période qui est très prestigieuse, hein, les succès militaires et tout machin. Mais quand on fait le bilan de tout ça, en tout cas pour l'auteur, c'est une des pires, c'est une période dramatique, hein, puisqu'on a écrasé la paysannerie, elle a porté des guerres qui n'a rien rapporté au pays, elle a payé énormément d'impôts, et en plus vous avez, il y a une espèce de déni de la culture russe. Hein, globalement, il écrit au XVIIIe, tout ce qui est issu de la Russie sera vu comme mauvais par les élites. Et ces élites-là, en plus, elles ont eu la malencontreuse idée de mal gérer les négociations. C'est-à-dire que même quand vous gagnez les guerres, eh ben vous, derrière, à la fin, au moment de faire les traités de paix, hop, vous faisiez entourlouper bien comme il faut. Sur la fin de cette période, hein, donc fin 19e, on est en 1880, voilà ce qu'il écrit. Cela faisait 150 ans que la Russie vivait pour l'Europe et pas pour elle. Et c'est vrai que globalement, la Russie, à ce moment-là, elle a atteint son volume naturel. Hein, c'est-à-dire que ses frontières, elles touchaient les frontières géographiques naturelles. Mais donc c'était un énorme empire, mais c'était un empire étrange. Déjà, la population paysanne, dans son travail, elle se sentait pas bien, elle se laissait aller. Et c'est vrai que globalement, on le voit au début 20e, un petit peu avant la guerre de 14, il y a un affaiblissement d'activité générale dans la Russie centrale. Et puis, c'était un empire étrange aussi qui avait été construit de manière bizarre, ce qui provoquait une espèce de paradoxe qui était unique en Europe, c'est-à-dire que quand vous étiez un empire, les provinces, normalement, elles vous payent, hein, c'est vous qui ramassez le cash, hein, à Moscou, quoi, à Saint-Pétersbourg, à cet endroit-là, mais voilà, en capitale. Et la Russie, c'était l'inverse. La Pologne et la Finlande, donc ça, il les cite en particulier, il parle aussi du Kazakhstan et tout, c'est vrai pour toutes les provinces, mais en particulier la Pologne et la Finlande, c'est eux qui grattaient l'empire en vérité. Donc c'est-à-dire que c'est la Russie au centre, hein, les Russes d'origine, j'ai envie de dire, ou de base, c'est eux qui payaient pour les Finlandais, les Polonais qu'ils avaient conquis, hein, le peuple. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécifique. Hein. Il dit le centre payait pour les extrémités. Et voyez donc son dépérissement, dont on a parlé précédemment pendant 300 ans, là, s'accélérer. Voilà, s'accélérer. Par exemple, la Finlande, c'est assez frappant. Elle était à la Suède, elle est passée à la Russie. Ses revenus, ils ont été multipliés par 7. Et aussi, elle proposait une contribution de soldats 3 fois inférieure au reste des provinces de l'Empire. Et je parle pas de tous les spécificités nationales qu'ils avaient quand vous étiez finlandais pour acheter des trucs, machin, dans l'administration, tout ça. Mais militairement parlant, la Finlande, pardon, elle en faisait moins que la Suisse. Donc là, quand même, c'est vrai qu'on se dit, putain, moins que la Suisse, ça pose question. Alors bien sûr, il souligne ce problème, cette inversion, hein, ce pompage du centre par les extrémités, par les provinces. Et il y a un autre pompage qui a lieu, qui a été mis en place au fil du temps avec ce que je disais tout à l'heure, les conseillers et tout ce qui va bien, c'est le pillage des étrangers. Ça, c'est une idée forte aussi. Il nous explique par exemple qu'à Saint-Pétersbourg, il y a 2/3 des usines qui appartiennent à des étrangers. Donc c'est gigantesque, c'est-à-dire que toutes les usines appartiennent à des étrangers. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, la Russie, elle n'a pas d'impôt sur le revenu, hein, aussi incroyable que ça puisse paraître, qui fonctionne correctement. Donc à l'inverse du reste de l'Europe, on payait presque rien sur les revenus. Donc tous les mecs qui étaient sur place, évidemment, ils se faisaient des couilles en or, mais aussi tous les étrangers, ils venaient investir en Russie, évidemment, parce que pour eux, c'était un Eldorado fiscal, quoi, entre guillemets. En conclusion de cette période-là, il nous dit « Pendant 300 ans, la Russie a gaspillé des forces et négligé son développement intérieur pour des objectifs extérieurs inutiles. L'Europe passait avant la Russie. Cependant, parce qu'il y a quand même des bons côtés, nous sommes frappés par la richesse de la force populaire. Le développement sibérien du XVIIe siècle en est un exemple. L'essor industriel, après la fin du servage, un autre. 50 ans après, la Russie était le 5e producteur industriel mondial. Bonne mobilité sociale, on pouvait se hisser en haut de l'appareil étatique sans être fils d'eux, par exemple.
Et la société avait disparu, le cloisonnement de la société, pardon, avait disparu, à l'exception du cas particulier de la paysannerie, hein, voilà, eux, ils en ont pris plein la gueule jusqu'au bout. Hein. Indépendance de la justice, publication des débats, non-censure de la presse, tout ça, ça avait été acquis assez tôt, hein, seconde partie du 19e. En 1906, la Russie, elle avait un vrai parlement. Le peuple avait accès à la médecine gratuite des Zemstov, là, c'est un truc qui existe de chez eux. Et voilà, donc il y avait quand même des bonnes choses. Mais début 20e, il y avait, parmi les observateurs et les intellectuels, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tout le monde le sentait. Et d'ailleurs, il y a eu un grand débat de redéfinition de ce qu'est être russe. Et ça, c'était un signe pour lui. Alors, on va compléter, mais on a fait une note de lecture sur je le mettrai aussi en lien, là, je vous mettrai la couverture, la construction des identités nationales européennes. Il faut voir que voilà, au 19e siècle, il y a eu une compète aussi de qu'est-ce que c'était être un vrai Français, un vrai Russe, un vrai truc. Hein. Donc bon, ça s'inscrit là-dedans. Mais tout de même, c'est à noter. La deuxième partie du livre, elle s'intéresse à la révolution bolchevique et à l'URSS. Donc pour lui, si on doit donner un point de départ à l'esprit révolutionnaire, c'est lors de la fin de la guerre avec la Turquie en 1777-78. Ça a été une victoire militaire avec des résultats positifs, mais ça va se transformer en défaite diplomatique avec les puissances européennes. On en a parlé, on fera un petit focus tout à l'heure sur la relation diplomatique entre l'Europe occidentale et la Russie. Et ça va accabler les finances publiques tout en grevant les finances du pays. Et résultat, ensuite il y a la guerre contre le Japon qui va être perdue et qui va être une humiliation pour les Russes. Et durant la Grande Guerre, en 10 ans après, donc, hein, parce que la guerre du Japon c'est 1904-1906, un truc comme ça, durant la Grande Guerre en 14, il y a une lassitude qui va s'accumuler fortement, qui est issue des guerres passées, et qui est aussi liée à la défiance envers la classe dirigeante qui n'arrête pas de faire des conneries depuis 300 ans. Donc à la fin, les mecs, ils en ont ras le cul d'être ça. Et à la révolution de 1917, voilà, ça a été facile de convertir les soldats, la population, au bolchevisme. Et l'abdication du tsar, vraiment, pour l'auteur, ça a été l'élément déclencheur. Avec son sens national et son sens du droit peu développé, le peuple russe, ajouté à l'affaiblissement récent de ses assises religieuses, va tomber dans les mains des bolcheviks comme une patte expérimentale. Pour l'auteur, si il a dépeint 300 ans pendant lesquels le peuple il a souffert, c'est rien comparé à ce qui va se manger dans les 70 ans qui viennent avec le communisme. Là, on va passer à un cap. D'abord et avant tout, il y a la destruction physique de personnes. Les statistiques, ça monte à 50 millions de personnes. Donc, c'est des chiffres gigantesques. Je pense que c'est la plus grande persécution de l'histoire de l'humanité. Et surtout qu'il faut voir en plus qu'elle était aussi, pas seulement en quantité, mais aussi en qualité. Donc, tous les gens qui étaient des résistants, qui avaient du talent, qui avaient une certaine autorité sur leur entourage, étaient visés par la persécution bolchevique, communiste. Et donc, la destruction du peuple russe, ça n'a pas été que en quantité, ça a été aussi en qualité. Bien sûr, pour l'auteur, la pointe culminante de cette destruction physique, c'est la victoire de 39-40, qui a coûté jusque 31 millions de Russes, selon les stats, donc c'est entre 20 et 30 millions, soit un cinquième de la population. Il n'y a aucun peuple qui a perdu autant d'âmes pendant une guerre. Et en plus, cette victoire, à la fin, elle s'est matérialisée par un renforcement de la dictature et une désertification des campagnes. Ce qui fait que ça a encore fait du dépérissement du centre. Et là, on fera un petit crochet, parce que c'est vrai que nous, dans notre idée, on a toujours l'impression que c'est les Américains qui ont gagné la guerre et tout, mais j'invite tout le monde à aller sur YouTube et regarder la répartition des forces en présence. Voilà. Et on le remettra ici, mais on rappelle aussi que c'est les Russes qui sont arrivés les premiers à Berlin. Donc, sur les forces en présence, vous verrez, ça doit être du 80-20 au minimum entre le front de l'Est et le front de l'Ouest. Toutes les grandes batailles, la grande bataille, c'est Stalingrad. Enfin voilà, donc c'est à l'Est la guerre, c'est les Russes qui ont porté ce fardeau. Et pour Solzhenitsyn, évidemment, c'est un drame. Les bolcheviks, évidemment, globalement, n'ont eu de cesse de dilapider la richesse de l'État, du tsar et des particuliers en général. Ils les appellent ces internationalistes à principe. Déjà, ils ont commencé par brader les territoires. Donc, au début, en 19, là, quand ils avaient encore peur qu'il y ait des réactions militaires au coup d'État de 17, à la révolution de 17, pardon, les mecs, ils étaient OK, Lénine et tout, là, pour lâcher la Biélorussie, la Crimée, la moitié de l'Ukraine, le Caucase, l'Oural, la Sibérie, Mourmansk, enfin voilà. Et il dit, tous ceux qui s'enthousiasment sur les bolcheviks recréant une grande puissance devraient méditer
sur les prises de position qu'ils ont eues au départ. Bien sûr, on va pas parler du naufrage économique soviétique, hein, ça il y a des livres entiers dessus, hein, même lui il le dit, voilà, mais on va juste relever tout de même le principe hérité de Lénine, qui voulait que l'effort principal porte sur les républiques fortes, c'est-à-dire les Slaves. Là, c'est entre guillemets ces ordures de grands Russiens, comme disait Lénine. L'essentiel du poids de l'URSS pesait donc sur la Fédération de Russie, donc dans la continuité de ce qui se passait avec l'Empire, mais encore plus. Et miner le peuple et le vider de ses forces, c'était un objectif avoué de Lénine, hein, donc c'est-à-dire de saper à la base. Et Staline continua cette politique. Et enfin, il dit sous Brejnev, le système se maintenu parce qu'on vendait du pétrole à l'export jusqu'à l'usure totale des infrastructures. Voilà. Et enfin, le centre continuait de se dépérir comme toujours, quoi, hein, comme depuis le début. Donc, il parle aussi beaucoup de la sélection à l'envers, c'est-à-dire de prendre les mecs les plus dociles et les plus cons, hein, et les plus violents peut-être, et ce qui empêchait au peuple toute forme de résistance. Ce qui fait que toutes les grèves et les insurrections qui ont eu lieu, elles ont été réprimées dans le sang, et ça faisait peur, donc après, il n'y en avait plus, parce qu'on avait juste peur de se faire matraquer la gueule. Bon, par contre, s'il leur loue quand même il leur donne quand même grâce, hein, c'est sur la politique extérieure. Il dit alors, par rapport au tsar, qui se faisait toujours entourlouper, il dit les bolcheviks, eux, avec leur cruauté et leur perspicacité, ils ont permis aux communistes de battre les occidentaux partout. Ils ont avalé les Balkans, ils sont pénétrés en Amérique centrale, en Asie du Sud, en Afrique australe, et bien sûr dans énormément de pays en Europe. Bon, alors évidemment, ça travaillait pas pour le peuple russe, mais pour la révolution mondiale, et à servir à développer le patriotisme soviétique, une invention anationale, comme il dit. Voilà, on peut que le rejoindre dans cette analyse. Pour Solzhenitsyn, si on arrive à la fin de l'URSS, pour lui, elle était condamnée par l'histoire. Et si elle a tenu pendant 70 ans, c'est avant tout par une dictature d'une violence jamais vue. Voilà. Sauf que, évidemment, comme elle s'appuyait sur l'économie, c'est par là qu'elle s'est effondrée. Et c'est vrai qu'il y avait divers moyens pour sortir correctement du bolchevisme. Et il faut dire que Gorbatchev, donc, qui était en place, là, qui est mort il n'y a pas longtemps, hein, il a pris le pire chemin. Insincère, parce que lui, il voulait garder le communisme et donc tous les privilèges de la nomenclature du parti. Et ensuite chaotique, parce qu'il voulait une accélération au niveau économique qui était impossible et irréalisable. Donc, parce qu'il y avait les équipements étaient à bout de souffle. Et comme ça fonctionnait pas, il a cherché le marché socialiste et à la fin, ça a provoqué une dégradation et une désagrégation du système productif et surtout, ça a mis au pillage avec l'émergence des oligarques, hein, qui sont bien connus. Et l'autre point qui a été délétère et qui va nous conduire à certaines, je dirais, commentaires par la suite, c'est aussi qu'ils ont fait la glasnost. Hein, donc avant, toute la désagrégation du bloc, ça s'appelle la perestroïka, et ensuite il y a la glasnost, c'est une espèce de transparence des débats. Simplement, cette transparence des débats, elle a eu comme résultat d'exciter les sentiments nationaux exacerbés. Donc il faut voir que tout l'URSS, c'était plein de peuples qu'on avait forcés à devenir soviétiques. Hein. Donc dès qu'il y a eu on peut s'émanciper, les mecs ils sont partis direct dans les tours, quoi. Et Solzhenitsyn explique, en 1974, j'expliquais cela, l'arrivée de la démocratie en URSS serait balayée illico par le nationalisme exacerbé et qu'il était facile de mettre à feu et à sang l'URSS par ce biais. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, il y a de ça dedans fortement. Le problème, en fait, il vient que la séparation de l'URSS, elle s'est faite dans les frontières qui ont été fixées par Lénine. Et Lénine, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a démembré la Russie. Donc, pour Solzhenitsyn, en tout cas, peut-être que d'autres diraient autre chose, mais pour Solzhenitsyn, en tout cas, il y a 18% de la population qui a été amputée du pays à la fin de l'URSS. C'est 25 millions de personnes. Voilà. Et donc, là, par exemple, si on prend toutes les régions qui ont été de la Géorgie jusqu'à aujourd'hui l'Ukraine, en passant par la Crimée, toutes ces provinces-là qui sont rattachées au fur et à mesure, ça fait partie de ce démembrement de Lénine. Donc ça, c'est à garder en tête. Juste un petit mot pour dire qu'il nous parle aussi beaucoup des relations opaques diplomatiques avec l'Occident. Donc au fil de la maison Romanov, là, de la première période dont on a traité ici, il y a énormément de traîtrises, l'Autriche en particulier, où il y a énormément de fois où la Russie, elle négocie mal, elle se fait entourlouper.
parlaient russe, pas parler russe, parlaient français, voilà. Les Anglais, après la victoire de 14 sur Napoléon, de 1814, pardon, sur Napoléon, bah, l'Angleterre, voilà, ils vont voir que la Russie, elle est un peu plus forte que le reste de l'Europe et tout, donc ça va être leurs ennemis pendant 100 ans, ils vont pas arrêter de essayer de leur mettre à l'envers, les empêcher de récupérer les provinces, leur faire des pièges, machin. En 70, c'est pareil. Ils font un accord avec Napoléon III, et puis finalement ils se retirent, ce qui permet qu'on se fait tabasser par la Prusse, et ça permet l'émergence de l'Allemagne qui va être, voilà, qui 60 ans plus tard va vouloir, ou 40 ans plus tard va vouloir les envahir. Donc voilà, il y a ce truc-là. Et dans la guerre civile russe, hein, donc c'est-à-dire pendant la révolution bolchevique, c'est la même chose. Ils ont comment dire, les Occidentaux, ils ont toujours essayé de gratter, de venir voler des trucs. Là, il nous dit, par exemple, dès que la guerre elle a été finie, après 14-18, ben, on a demandé, nous, à être payés en or, tu vois, en céréales, en matières premières, pour les fournitures militaires qu'on avait données, avec des intérêts, tu vois. Donc, on grattait, les Français en particulier, on venait gratter, machin. Donc, ce qu'il explique dans cet essai, c'est quand même que on a énormément de problèmes diplomatiques, hein, avec les Russes, hein, côté occidental, qu'on a souvent été perçus, en tout cas du côté russe, comme des menteurs, des roublards, des voleurs, des usuriers, et en plus des hypocrites, parce qu'il faut voir qu'à la fin de l'URSS, quand c'est tombé l'URSS, tous les mecs qui avaient servi le communisme pendant 50 ans, là, tous les dirigeants, je parle même les Ukrainiens, là, on a fait la vidéo, la Kouchma et toute la clique, eux, ils ont retourné leur veste, finalement, c'était des patriotes nationalistes ukrainiens, et on les a accueillis dans les capitales occidentales à bras ouverts, en leur disant, ouais, c'est super, on leur a filé du cash, machin et tout. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse défiance côté russe. Et ça, c'est quelque chose qui est présent dans le livre, qui est bien expliqué, et c'est un livre de 94, hein, qui a 30 ans, donc c'est pas de cette semaine avec le problème avec l'Ukraine. Et ça, je pense que côté occidental, ou côté, en tout cas, pour moi, en tout cas, j'avais pas forcément cette vision. Et ça, c'est très important aussi à garder en tête, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance en nous, ils nous voient. Et parce que historiquement, c'est prouvé comme des adversaires, voire des ennemis. Alors, il fait quelques pages sur l'Ukraine, donc comme c'est le cœur, hein, du sujet, enfin c'est la raison pour laquelle on lit ce livre, on va dire ce qu'il dit, hein. Alors là, il dit, bon, tous les communistes reconvertis ou les nationalistes, hein, qui avaient combattu Lénine, hein, au fil de l'épopée soviétique, lors de l'effondrement de l'URSS, ils ont tous accepté le cadeau empoisonné de Lénine et de ses frontières, même en y incluant la Crimée qui avait été offerte par Khrouchtchev. Et là, bon, la Crimée, il dit franchement, il y a un jour, il y a un ambassadeur américain qui a dit que Sébastopol, c'était ukrainien. Il dit, mais sur quelle base juridique il se base? Sur quelle base historique il se base pour dire ce truc? Moi, je sais pas. Pour moi, c'est un non-sens complet. Même Khrouchtchev n'a pas eu l'idée de l'offrir à l'Ukraine, cette ville, tant elle est séparée de la Crimée. Hein, et Sébastopol, on rappelle, c'est la base militaire principale de la Russie aujourd'hui. Et c'est de là qu'ils ont déployé les 25 000 hommes en Crimée en 2014. Pour lui, il dit, le nouvel État ukrainien a pris le chemin de l'impérialisme. Donc là, on va rappeler, il y a, dans le livre qu'on a lu sur l'Ukraine, il y a un passage où au moment de la séparation de l'URSS, on a la Crimée qui veut se développer en république autonome, pour ensuite être attachée à la Fédération de Russie. Voilà, c'est le deuxième temps. Et on rappelle qu'à ce moment-là, l'Ukraine, elle va menacer d'une intervention militaire pour les garder à l'intérieur des frontières définies par Lénine. Et donc c'est pour ça qu'il dit ça. Elle a choisi le chemin de l'impérialisme. Au lieu d'accepter que la Crimée, c'est une terre russe, et ce qui est la réalité, ils l'ont refusé, et ils l'ont refusé pas par la voie du consensus, mais par la force, par la menace en tout cas. Et comme la Russie n'a pas soutenu à ce moment-là la Crimée, bon, bah, ils sont restés dedans. Et 20 ans après, ça nous a fait l'histoire qu'on a aujourd'hui. 20-25 ans après, ça nous fait la guerre qu'on a aujourd'hui. Il le dit, hein, si l'Ukraine a le droit de prendre son indépendance, ça doit se faire dans le respect des minorités. Et il dit, voilà, il y a 63% de la population qui parle russe pour 22% de Russes. Aussi, pour un Russe, il y a 2 non-Russes qui parlent russe. Voilà, avec comme langue maternelle. Donc, il dit, est-ce que... Il dit, on veut bien que... Enfin, moi, je comprends que là, l'Ukraine avait son indépendance, mais est-ce qu'on voit le travail culturel qui reste à effectuer? Combien de temps ça va prendre pour faire accéder l'Ukrainien dans toutes les strates de la population? 1 siècle? 2 siècles? Et il dit, en attendant, ce qu'on entend côté ukrainien, c'est l'Ukraine aux Ukrainiens, les Russes hors d'Ukraine, que des écoles sont attaquées en Galicie. Donc ça, c'est à l'ouest de l'Ukraine, je rappelle. C'est là où le parti Svoboda
est sorti, où il a fait des scores importants, et je remettrai les photos pour ceux qui voient de quel loulou on est en train de parler. Qu'il dit que les gens qui ont pas la nationalité ukrainienne, ils ont du mal à travailler, ils ont du mal à acheter des biens, ils ont du mal à participer aux privatisations. Donc ça, je vous renvoie encore à l'Ukraine entre deux destins, qui est un gros sujet dans les années 90, c'est-à-dire de passer de toutes les sociétés d'État à des sociétés privées. Alors qu'il dit, ces gens-là, ça fait combien de temps qu'ils habitent là? Ils ont toujours habité là. C'est pas des étrangers dans ce pays. Quelque part, ils sont vraiment ukrainiens, mais ils sont aussi russes. Et ça, faut le tolérer. Et c'est vrai que voilà, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas cette tolérance. Et à chaque fois que le gouvernement russe tente de négocier des choses, on leur dit « Ouais, vous voulez la guerre ». Donc, quand on leur parle du problème territorial, les Ukrainiens crient « C'est la guerre ». Quand on veut vendre le pétrole au prix de son cours mondial et pas à des tarifs avantageux, je vous renvoie à l'autre vidéo encore une fois, les Ukrainiens disent « Ah, c'est un chantage, c'est une guerre économique ». Donc il dit « C'est bizarre, dans le reste du monde, on appelle ça le commerce, mais ici, c'est la guerre ». Donc à un moment donné, il sent bien que ça va péter lui aussi. C'est pour ça qu'il en fait 2-3 pages en spécifique. En conclusion, Solzhenitsyn, il nous dit tous nos efforts doivent se tourner vers l'intérieur du pays, fondé sur le développement du travail. Ça, c'est vraiment une idée clé. Aujourd'hui, il nous dit aussi la Russie, elle est déchirée. Il y a 26 millions de Russes qui sont à l'étranger sans avoir bougé de là où vivaient leurs grands-pères. Et ça, c'est merci au découpage soviético-léninesque, j'ai envie de dire. C'est la plus grande diaspora du monde. Il n'a pas tort. Et se détourner d'eux est une honte, d'autant plus que les nationalismes locaux, là je vise les Ukrainiens mais pas que, vont souvent de pair avec brimade et oppression sur ces populations-là. Le sentiment d'humiliation russe, qui est réel pour eux, se mesure aussi à la façon dont les Occidentaux interfèrent dans les affaires intérieures. Et ça, il le dit, voilà, quand ça s'est effondré, l'URSS, les mecs, ils ont entériné le principe de frontières étatiques inviolables. Il dit alors que c'était des frontières intérieures et administratives. Et c'est ça qui a entraîné la guerre d'extermination en Yougoslavie et aussi ailleurs, comme par exemple, où est-ce qu'il nous dit ça? À Karabakh, à Mangyshlak, à Presqu'île, à Fergana, à Osh, en Ossétie, en Géorgie, voilà. Il dit, remarquons quand même que tout ça, ça n'a pas été provoqué en Russie et ça n'a pas été fait par des Russes. Mais bon, ça c'est autre chose. Il dit nombre d'Occidentaux voient d'un bon œil l'affaiblissement et le morcellement de la Russie, alors que pourtant au XXIe siècle, ils auront tant besoin d'elle comme une alliée. Là, c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, mais la crise énergétique, ça nous montre quand même que ça serait bien en tout cas en Europe, on s'entende bien avec la Russie quand même. Mais bon, ça, malheureusement, c'est pas le cas. Et effectivement, il défend aussi l'idée du droit au nationalisme russe. Il dit voilà, on est les premiers, donc on n'était pas, il dit c'est pas moi ni vous toi, il parle au petit lecteur, on n'était pas aux manettes de l'Union soviétique. Il dit par contre, quand on cherche un responsable, c'est tout le temps les Russes, c'est vous les Russes, limite c'est nous seuls les responsables. Il dit nous le peuple a rien fait quoi, donc on a droit au nationalisme. Il dit quand c'est en Ukraine, parce qu'aujourd'hui c'est l'actualité, que c'est des ultranationalistes en Ukraine, et là tout le monde, les Occidentaux, ils applaudissent, et quand nous on veut faire parler de patriotisme russe, on nous traite de réactionnaires. Donc ça c'est un petit message qu'il envoie aux critiques que je disais au début, là, de la gauche libérale occidentale, qui lui en veut qui l'accuse d'être réactionnaire. Il dit non, c'est le patriotisme russe. Voilà, nationalisme, appelez ça comme vous voulez, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Au fil du livre, il rappelle souvent que chacun doit avoir son histoire et son parcours. La Moldavie, l'Ukraine, il n'y a pas de problème, simplement il faut respecter les minorités. C'est ça qu'il réclame. Après, il nous fait un petit brief des années 90, donc c'est une période très noire pour la Russie, faut le rappeler. Tout est allé trop vite, quoi. Quand ça s'est effondré, l'URSS, ils ont voulu mettre la démocratie, mais la démocratie, ils l'ont déversée d'en haut. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que du parachutage, magouille et compagnie. Il n'y a pas du tout d'organisation par le bas. Et ça, c'est ce qu'il nous dit, c'est le mal russe. Il n'y a pas d'organisation par le bas. Il nous dit également qu'il n'y a plus d'élite cohérente, il n'y a plus que du menu fretin. Et là, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit le parcours de Poutine, on se dit que il l'avait pas vu venir, mais lui, c'est pas du menu fretin. Qu'on l'aime pas, ça c'est autre chose. Mais voilà, il va marquer l'histoire, ce monsieur. Il nous dit aussi que, par exemple, ce qu'on voit à la détérioration forte, c'est évidemment toutes les conditions économiques qui étaient délétères, il n'y a plus de production, plus rien. Enfin, on va pas vous faire un dessin. Et puis la démographie, quoi. C'est-à-dire que pas de gosses. Les suicides, ça comptait pour un tiers des morts non naturels à ce moment-là. La mortalité, elle avait augmenté en 2 ans de plus de 20%, de 92 à 94, c'est plus 20%, et les naissances, moins 15%. Donc Alors, il se pose la question, comment la Russie a-t-elle pu tomber si bas?
Les 3 périodes horribles du XVIIe siècle, de l'année 17 et de la chute de l'URSS, ne peuvent être un hasard. Si pendant 400 ans, on a gaspillé la force du peuple pour des objectifs extérieurs futiles, si en 17, le peuple s'est laissé berner par des appels au pillage et à la désertion, est-ce que c'est maintenant qu'on paye le prix? La grande catastrophe russe des années 90 a été accumulée peu à peu au fil de l'histoire. Et le XXe siècle y a ajouté son poids. L'année 17, les 70 ans de communisme, les millions de vies au goulag, les millions de vies sacrifiées pour la guerre patriotique de 39-40, et maintenant le dollar qui vient, qui frappe et qui permet à des voleurs nouveaux riches de jubiler et de jeter à la gueule du peuple leur richesse. Voilà, hein, les oligarques. La démographie nous montre et l'avenir paraît sombre. La faillite de l'école est aussi une réelle affaire. Comment on va faire pour relever le niveau moral des futurs Russes? La corruption à tous les étages, ceux qui vendent les ressources aux étrangers. Hein, et ça, malgré le sang qu'on a versé pour garder ces terres. Voilà ce qu'il nous dit. L'écart, la fragmentation entre la Russie des provinces, des campagnes et celle des villes, qui a un mode de vie occidental. Voilà, la catastrophe, elle est là aussi dans la non-conscience nationale et dans l'indifférence à ses compatriotes. Et enfin, elle réside dans le peu de gens désintéressés, courageux et sages dans les élites politiques. C'est un portrait qu'on pourrait, qui est, je pense, fidèle. Hein. Le caractère russe populaire a été persécuté par les bolcheviks et maintenant il est broyé par l'idéologie du profit. Et la question se pose brutalement. Est-ce que nous, le peuple russe, on va continuer d'être ou on va disparaître? Voilà. Ça fait mal, hein. Donc il dit, voilà, notre disparition est possible. Aussi, on n'entend parler que d'économie, mais ça sert des gens sans visage, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver notre culture, notre histoire et notre caractère. Rebâtir une Russie morale, centrée sur sa santé intérieure, sans en dépasser ses frontières, c'est ça la politique à mener. Récupérer les bonnes graines, qu'elles restent et qu'elles puissent revitaliser le pays, c'est ça le problème russe. Bon, si on doit faire un petit commentaire, donc je le redis, hein, excellent livre. Je ne sais pas si tout est juste hein, dans sa vision historique, il y aura sûrement plein de choses à dire là-dessus, mais ça donne moi ça me permet de compléter hein, ce qu'on a pu voir avant. C'est en cohérence hein, globalement avec ce que j'ai lu avec Pierre Lorrain, qui est lui un journaliste français qui a rien à voir avec Solzhenitsyn. Et si on doit faire un premier commentaire, c'est quand même le parallèle qu'on peut ressentir. Moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis senti concerné en tant que Français par cette espèce de destruction de la Russie. Parce que je la ressens. J'ai l'impression de voir l'histoire de mon pays dans ce livre. J'ai l'impression qu'on aurait pu remplacer le mot France, la Russie par le mot France, et on aurait eu quasiment la même chose. Voilà. Il y a quelques trucs qu'on aurait pu changer. Nous, on n'a pas eu les goulags, tout ça. On a d'autres pressions au niveau, je dirais, intellectuel, mais voilà, un peuple écrasé par les impôts, une politique tournée vers l'extérieur au détriment de l'intérieur. Hein. Ça date pareil depuis 200 ans chez nous. L'écrasement des impôts, ça date depuis 1000 ans. La brutalité des élites envers le peuple, je pense que Macron, il incarne ça de manière parfaite. Une dissolution de la culture nationale dans un ensemble anational, hein, merci l'Union européenne. Désagrégation de la spiritualité, concentration sur l'économie au détriment du reste. Une démographie en berne, hein, on le voit. Nous, on est obligé de faire venir des gens d'Afrique et tout du monde entier maintenant pour tenir la population. Une démocratie qui marche pas. Hein, il suffit de regarder comment on élit des députés, les résultats des élections à chaque fois en proportion avec les députés, par exemple, vous voyez bien qu'il y a un truc qui va pas. Donc il y a beaucoup de points communs entre la France de 2020 et la Russie des années 90. On n'est pas aussi déchiré et détruit qu'eux, mais on a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, et c'est vrai que moi j'ai fréquenté la Russie pendant des années pour le travail. Et je comprends mieux maintenant en lisant ça pourquoi avec les Russes, c'est vrai qu'il y avait toujours une bonne entente. Hein, n'importe quel Russe que j'ai rencontré, même dans ma vie ici en France où j'ai eu 2-3 potes russes, et c'est des gens bien, c'est des gens avec qui on s'entend bien, on a la même façon de voir les choses. Et oui, c'est logique. En fait, on a dans notre histoire, elles ne sont pas très communes, mais elles sont similaires. Et donc c'est dur, hein, je vous dis, on lit ce livre-là, ça fait mal au bide, faut dire la vérité. Mais d'un autre côté, c'est porteur d'espoir quand on voit ce qu'elle est devenue aujourd'hui, la Russie. Alors bien sûr, là, il y en a qui vont dire « Ouais, t'es pro-russe, t'es machin ». Je suis ni pro-russe, ni pas pro-russe, je m'en bats les couilles. Simplement, par rapport aux 90, hein, j'invite les gens à regarder les stats, simplement. Et par rapport à 95, comment ils vont être en 2025, il y a un sacré redressement. Et ça, celui qui ne veut pas le voir et qui le nie, il est soit de mauvaise foi, soit complètement con.
Le deuxième commentaire, c'est qu'en lisant ce livre, effectivement, je l'avais pris pour avoir le point de vue russe et notamment les discours, tout le point, tout le blabla hein, déroulé par Poutine. Et bah là, en fait, oui, on voit très bien que on comprend mieux la politique de Poutine, quoi. Mais beaucoup mieux. Donc quand on entend que Poutine c'est un tsar, par exemple, genre la Russie impériale, c'est Poutine qui prolonge. En fait, c'est n'importe quoi. C'est clairement une tarte à la crème. C'est l'inverse. Voilà. Donc Poutine, il se concentre sur l'intérieur du pays. Je vous mettrai là des articles, il y en a plein. Les sanctions, elles ont toujours servi à essayer de faire des sauts qualitatifs à l'intérieur, à chaque fois. Et, et en fait, ce qu'il est en train de faire là, voilà, il soutient la démographie interne hein, avec le truc là, il y a encore récemment là, avec les 10 femmes, enfin les 10 enfants par femme, c'est des héroïnes, elles ont 1 million de roubles, machin. Enfin, voilà, il a une certaine lignée et une certaine cohérence de pensée avec Solzhenitsyn. Je vous mettrai aussi un article, vous verrez. Il l'a décoré, c'est lui qui l'a décoré, il allait mettre des fleurs sur sa tombe, tout. Donc, on comprend mieux ce qu'est en train de faire Poutine globalement. On comprend mieux d'où viennent ses idées. Donc, effectivement, et on comprend mieux pourquoi les politiques occidentales qui sont, je dirais, totalement gauchisées, ont du mal avec lui. Et pourquoi c'est des gens comme Mélenchon et Marine Le Pen qui sont, bien qu'étant aux extrêmes de l'échiquier politique en France sur certains sujets, se rejoignent sur la vision nationale, patriotico-nationale, j'ai envie de dire. Et c'est tout à fait en ligne avec Poutine, donc c'est normal. Hein, les gens qui comprennent pas ça aussi, c'est pareil. C'est soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont débiles. Et en fait, par rapport aux guerres qui sont en train dont on va parler juste après en dernier commentaire, en fait, il y a une volonté de récupérer les provinces perdues, les 25 millions de Russes hein, qui ont été coupés au moment de la fin de l'URSS, et que là, ils cherchent à rapatrier. Et qui, sur un temps long historique, sera forcément vu, peut-être dans 100 ou dans 150 ans, comme une action extrêmement bénéfique pour le pays, pour la Russie, quoi, au niveau historique. Donc, on peut le critiquer aujourd'hui. Ça, la manière dont c'est fait, elle est peut-être pas bonne. Il n'y a pas de problème. Simplement, faut voir que à la fin, on aura une action bénéfique pour la Russie. C'est une évidence, c'est une certitude. Et enfin, le dernier commentaire, c'est sur la guerre en elle-même. Donc bon, les origines, on les comprend mieux. La motivation russe, on la comprend mieux maintenant. On l'avait déjà vu avec Pierre Lorrain, que ouais, la plupart c'est des territoires qui sont russes, voire ou extrêmement russophonisés ou russophiles, quoi, comme on dit. Donc rien d'illogique dans tout ça, sauf quand on est de mauvaise foi et qu'on veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Mais pour aller plus loin, et là c'est de plus en plus ce qui est en train de sortir, et c'est ce qu'a dit encore Poutine au moment de l'annexion, de l'officialisation de l'annexion des nouvelles provinces du sud de l'Ukraine, c'est que c'est une guerre avec l'OTAN, donc avec les Américains. Et c'est vrai que quand on lit ce livre, on a vraiment ce sentiment qu'en fait c'est vraiment aussi un prolongement de la guerre froide qu'on voit aujourd'hui et qui est en train de, je dirais, c'est la fin de la guerre froide qui est en train de se terminer, donc qui est un peu plus chaude, mais qui est toujours qui est sur le même principe qu'avant, c'est-à-dire voilà, à travers le Vietnam, à travers la Corée, il y a des guerres par proxy interposées entre le bloc américain et le bloc russe, et c'est vraiment ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et donc tous les gens qui vont vouloir vous faire des analyses, je dirais, russo-ukrainiennes de ce conflit, ou tous ceux qui vont vouloir limiter ça à c'est la Russie qui va récupérer ses terres et tout, comme on a pu le faire, même ça c'est un vrai terreau, hein. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils ont pas hésité à envoyer des hommes, c'est parce que pour eux c'est chez eux. Mais il faut voir que ce qui est derrière, c'est cette confrontation américano-russe qui existe depuis maintenant plus de 100 ans, et qui est en train, je pense, et je l'espère en tout cas, de se terminer pour se stabiliser. Voilà. Et donc, effectivement, on a envie de dire un petit merci à Lénine, puisque c'est lui qui, en redécoupant les pays comme ça, a permis ce terreau qui ouvre les conflits multiples aujourd'hui dans l'Europe. Voilà, merci à tous. On est le 5 octobre, il est 11h42. J'espère que ça s'est bien passé, cette petite vidéo. Je sais pas combien de temps qu'elle fait. Combien de temps qu'elle fait, cette petite vidéo? Combien de temps qu'elle fait? Elle est pas courte, hein, ça c'est sûr. Ça fait 47 minutes, ça va, j'ai été simple. Bon, je recommande la lecture de ce livre. Honnêtement, ceux qui iront jusqu'au bout de la vidéo, qui écouteront la conclusion, là, celle que je suis en train de faire, je recommande. C'est pas très long, c'est très riche. Ça va vous donner une vraie assise... je dirais, historique sur le déroulé de l'histoire russe. Il y a sûrement des choses qui sont à discuter, il n'y a aucun problème là-dessus, mais
Voilà, je pense que pour une première approche, pour une prise de contact, c'est quelque chose de très bien fait, de haut niveau. Je le dis pas à chaque livre, mais là je le recommande. Surtout que ça coûte que dalle, hein. J'ai payé ça, je sais plus, c'est 5 balles ou je sais pas combien. Là. Vous trouvez ça en occasion sans problème. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et vous laissez toujours pas chier dans la tête.